Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Au sommaire de ce journal, nous parlerons de justice militaire. Annoncé il y a quelques mois de cela, le dispositif est désormais opérationnel. Ces activités ont été lancées en début de semaine. Nous vous livrons les précisions dans cette édition. Nous parlerons également environnement. Les côtés plages togolaises se dégradent de plus en plus. La faute à une insalubrité constante. Notre rédaction s'est intéressée au sujet. Restez avec nous, le compte rendu, c'est dans un instant. À l'étranger, la compagnie de transport aérien Air France a indiqué mardi qu'elle allait reprendre ses vols sur le territoire malien à partir de vendredi prochain. Une décision prise unilatéralement selon la junte militaire au pouvoir qui l'a annulée. Nous reviendrons sur la situation. Et pendant ce temps, la junte militaire au Niger pousse la coordonnatrice des Nations Unies au départ. Il lui a été donné un délai de 72 heures pour quitter le territoire nigérien. Une décision motivée par une participation contrariée du Niger à la 78e Assemblée Générale. C'est tout pour le sommaire de ce soir. Nous partons pour les développements tout de suite. Rebonsoir et bienvenue. C'est désormais officiel. Le Togo dispose d'une justice militaire opérationnelle. Les activités de la dite juridiction ont été lancées en début de semaine. Nous vous livrons le compte rendu dans ce reportage signé Nadège Arleja. Après un long périple, la justice militaire mise en place au Togo est enfin opérationnelle. L'idée de la création des tribunaux militaires dans le pays date déjà d'une quarantaine d'années. Précisément, cela remonte dans les années 80, lorsque le pays, pour la première fois, s'est doté d'un code militaire. Devenu chose faite à présent, les juridictions militaires ont pour attribution la prise en charge des affaires impliquant les corps habillés dans l'exercice de leur métier. La prise en fonction des magistrats devant siéger à ces juridictions a eu lieu en début de semaine. Elle a réuni le ministre de la Justice et les différents corps habillés des forces armées du pays. Ce démarrage des activités des juridictions vient mettre encore plus la lumière sur le statut des magistrats et auxiliaires des juridictions militaires. Elle est également censée changer la donne en ce qui concerne la conception du statut des militaires, leurs droits et devoirs, ceux-ci étant considérés par les civils comme exemptés des peines qu'exige la loi. Au-delà de tout ceci, la vision du gouvernement, c'est aussi la consolidation de l'état de droit accompagnée d'une discipline militaire complète. Dans la composition de ces juridictions militaires, l'on retrouve des magistrats civils, de même que ceux militaires. Avant que cette opérationnalisation ne soit acquise, pour rappel, il a fallu modifier en décembre 2022 dernier le premier code de justice militaire de 1981, retouché en 2016. Toute autre actualité dans cette édition, 1 gigas, 5 à 500 francs CFA, c'est ce que propose l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP aux fournisseurs d'accès Internet au Togo. Une conclusion qu'elle a tirée d'une étude comparative des prix des offres Internet dans certains pays de la sous-région, étude faite en avril dernier. Kofi Kligé nous livre les détails. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP ne lâche pas les opérateurs de communications électroniques. Elle est encore revenue sur la cherté des offres Internet au Togo. Ceci résulte d'une étude comparative des prix des offres Internet dans les pays voisins du Togo. En ce qui concerne l'Internet mobile, la structure de régulation a toujours dénoncé le caractère prohibitif des tarifs pratiqués par les opérateurs au Togo. Chez Togocom, l'offre de 100 francs ne donne droit qu'à 40 mégaoctets valable un jour, alors qu'au Ghana, l'offre de 105 francs CFA donne droit à 600 mégaoctets valable 4 jours, soit un volume 15 fois plus généreux et 4 fois plus de durée de validité qu'au Togo. Chez Move Africa Togo, l'offre de 500 francs donne droit à 400 mégaoctets valable 3 jours, alors que l'offre de 535 francs au Ghana donne droit à 3200 mégaoctets valable 15 jours. En Côte d'Ivoire, l'offre de 500 francs CFA donne droit à 1500 mégaoctets valable 7 jours. D'ailleurs, ARCEP trouve le tarif de base de 15 000 francs par mois proposé par les fournisseurs d'accès Internet pour la fibre à domicile inabordable pour la majorité des ménages togolais. Et c'est ce qui, selon l'autorité, justifie le recours de la population au service Wi-Fi Zone. Ainsi, la solution immédiate que propose ARCEP est que les fournisseurs
propose des offres mobiles généreuses en entrée de gamme de 1,5 gigaoctets à moins de 500 francs avec une validité de 15 jours au minimum et de nouvelles offres de la fibre plus diversifiées et adaptées aux populations à faible revenu. Les autorités togolaises s'activent quant à la participation du pays à la COP 28. Une réunion interministérielle a justement eu lieu dans ce sens avec pour objectif de définir les priorités du pays à l'occasion de cette rencontre. Le compte rendu de Jeannette Toyi et de Nadège Arlidia. Dans la perspective d'une meilleure participation, le Togo multiplie les efforts dans la préparation de la 28e conférence des parties COP de la Convention cadre des nations sur les changements climatiques. Le pays, n'ayant pas pu trouver pleine satisfaction à ses attentes et préoccupations lors de la dernière conférence en Égypte, il s'avère nécessaire de prendre des dispositions, procéder à un choix sélectif des projets à présenter, s'alignant sur les priorités nationales afin de trouver les investissements pour accompagner ce dernier dans sa politique de développement. À l'édition précédente, il a été question pour le pays ouest-africain de défendre ses actions et projets en faveur de la lutte contre les changements climatiques, principalement dans les domaines de l'énergie, le transport, l'eau et l'agriculture. Cette fois-ci, il s'agira des questions relatives à l'agriculture durable et une économie résiliente aux changements climatiques et à faible émission de CO2. Seront également abordées les thématiques telles que la transition énergétique, la mobilité verte, la foresterie et la biodiversité, le renforcement des puits de stockage de carbone, mais aussi la santé, l'assainissement et autres. Cette 28e conférence mondiale sur le climat sera l'occasion pour les parties prenantes d'examiner et adopter les projets de tests de négociation proposés lors de la COP27. La COP28 se déroulera aux Émirats arabes unis du 30 novembre au 12 décembre 2023 et reste une opportunité pour les pays, en particulier ceux en développement, de rechercher des financements pour faire face aux enjeux climatiques. Une chose avérée, les plages et les côtes togolaises se dégradent. Elles perdent de jour en jour leur beauté qui laisse place à une insalubrité sans précédent. Promis Pomegbi et Bernard Quinvi se sont intéressés au sujet et nous livrent le compte rendu à travers ce reportage. Importante source de biodiversité animale et végétale, lieu de détente, les plages et côtes togolaises se révèlent de plus en plus insalubres. Aujourd'hui, cette côte a perdu tout son aspect de beauté. Des déchets plastiques qui traînent un peu partout sur les plages, d'autres qui flottent à la surface de l'océan et même qui tapissent les fonds marins. Nous allons parler également des eaux usées, des eaux de ruissellement qui traînent, qui vont directement vers la mer, ou au niveau de l'État même, il n'y a pas des responsabilités un peu plus repoussées, il n'y a pas une éthique un peu plus étudiée pour pouvoir mettre les moyens qu'il faut pour contrôler tout cela. Les causes de cette pollution sont multiples et l'on peut énumérer l'accumulation de détritus et de déchets, notamment de déchets plastiques, bouteilles, canettes et bien d'autres. Les principaux facteurs responsables de cette pollution comprennent essentiellement les activités humaines, pollution industrielle, l'agriculture intensive, le rejet des déchets plastiques dans la nature. C'est l'incivisme de la population parce qu'aujourd'hui, on se permet de manger, de jeter n'importe où, de faire de n'importe quoi. Donc, de ne pas révéler le sens de l'éco-citoyen ou l'éco-responsabilité en nous. Donc, je peux dire que l'individu est le premier facteur de la pollution de nos plages. Ces déchets finissent pour la plupart dans l'océan avec de diverses conséquences sur la santé publique dues à la contamination de l'écosystème marin, mais aussi la perte de la biodiversité et les dommages économiques. Ce phénomène a des effets graves sur l'écosystème marin, notamment la mort de la faune et de la flore marine, la destruction des habitats, la perturbation des chaînes alimentaires. Quand le cadre de vie est pollué, ça veut dire que, de un, l'écotourisme n'est pas tellement approprié, il y a les maladies qui circulent partout et ça apporte en même temps d'une manière indirecte une chute de l'économie. Prévenir la pollution des plages revient à mettre en place plusieurs mesures telles que l'investissement dans des programmes d'éducation à l'environnement.
En termes de solutions, la première des choses, c'est une rééducation au niveau de la population en termes d'éco-responsabilité, éco-citoyenneté. De nombreuses initiatives sont en cours pour la lutte contre la pollution marine. Cela inclut des campagnes de nettoyage des plages, également des programmes de réduction et de recherche sur la technologie de dépollution, des efforts pour promouvoir la pêche durable, des campagnes de sensibilisation. L'on pourra également mettre en œuvre des programmes de surveillance des niveaux de pollution sur les plages et veiller à l'application des réglementations pour la protection des plages. Et du nouveau en ce qui concerne le projet d'électrification rurale de 317 localités par mini-réseau solaire, l'initiative va connaître une mise à jour avec l'intégration de plusieurs autres paramètres, notamment la distance, la densité de la population ainsi que la concentration de l'habitat, entre autres. Les détails de Nadège Arlidja avec Gloire Lodonou. Le projet d'électrification rurale de 317 localités par mini-réseau solaire, initié en 2019, va être actualisé dans le cadre de sa mise en œuvre. Selon le ministère chargé de l'énergie et des mines, une nouvelle sélection des localités bénéficiaires de l'électrification par mini-réseau sera effectuée sur la base de critères tels que la distance, la densité de la population, la concentration de l'habitat et du potentiel de consommation. Le nouveau calibrage du périmètre d'exécution du projet a été motivé par les nouvelles évolutions générales et localisées observées ces dernières années. Le ministère a retenu 56 localités répondant aux nouveaux critères, touchant un total de 19 000 ménages. Les autres localités concernées, soit plus de 250, bénéficieront de solutions d'électrification mixte suite à de nouvelles possibilités qui seront évaluées. Pour rappel, le dit projet a nécessité un investissement de 387 895 751 francs CFA pour le Togo. Ce dernier bénéficie également du soutien financier de la Banque ouest-africaine de développement BOAD et de la Banque africaine de développement BAD pour la réalisation de ce projet à hauteur de 3,13 millions d'euros, soit un peu plus de 2 milliards de francs CFA. Au-delà de nos frontières au Mali, pour commencer, après plus de 2 mois de suspension, hier mardi, la compagnie aérienne Air France a annoncé la reprise de ses vols au Mali à partir du vendredi prochain. Réaction, la junte militaire au pouvoir dans le pays a invalidé cette reprise. Mais pourquoi donc? Les explications dans le reportage qui suit. Après 2 mois de suspension, Air France avait annoncé mardi la reprise de la desserte du Mali à partir de vendredi. Mais c'était sans compter la réaction des autorités maliennes. Elles ont décidé d'annuler l'autorisation donnée à la compagnie aérienne française. Et pour cause, elle aurait été obtenue sans consultation de la hiérarchie. La relance de la ligne Bamako-Paris-Charles de Gaulle, à compter du 13 octobre, devait se faire avec un avion et des équipages de la compagnie portugaise Euro-Atlantic Airways, avec 3 vols par semaine. Mais il faudra encore attendre. Air France avait suspendu le 7 août ses vols à destination du Mali et du Burkina Faso après la fermeture de l'espace aérien du Niger, suite au coup d'État contre Mohamed Bazoum le 26 juillet. Une décision qualifiée de manquement notoire au terme de l'autorisation d'exploitation accordée à la compagnie. Bamako l'avait du reste annulé 4 jours plus tard. Toujours dans la sous-région, après avoir exigé le retrait de l'ambassadeur français ainsi que celui des soldats français, les autorités nigériennes au pouvoir depuis le 26 juillet dernier sont désormais tournées vers Louise Aubin, la coordonnatrice des Nations Unies dans le pays. Cette dernière a 72 heures pour quitter le pays, a annoncé l'agente. Les motifs de cette décision, nous vous les livrons dans ce reportage. En tout état de cause, les autorités du Niger ont donné 72 heures à la coordinatrice de l'ONU, Louise Aubin, pour quitter le territoire. Niamey motive sa décision par des entraves mises en place par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en vue de contrarier la participation du pays à la 78e Assemblée générale de l'organisation qui a eu lieu en septembre à New York.
Le gouvernement avait déjà dénoncé des agissements perfides du patron de l'agence onusienne. Niamey avait envoyé son nouveau ministre des Affaires étrangères, qui était avant le coup d'État le représentant du pays à l'ONU. Cette décision intervient alors que la France a entamé le retrait de ses bases militaires du sol nigérien. Depuis le 15 avril dernier, le Soudan est plongé dans une situation d'insécurité occasionnée par des affrontements entre forces armées soudanaises et forces paramilitaires. Plus de 5 mois après, aucune crise de sortie n'est visible, apparemment malgré les multiples médiations engagées. Le compte rendu. Cela fait plus de 5 mois que de violents combats opposent l'armée soudanaise aux forces de soutien rapide, sans qu'aucune médiation ne soit parvenue à mettre fin à ce conflit meurtrier. Au moins 7000 personnes, dont des civils, ont déjà perdu la vie dans ces atrocités et près de 4 millions d'autres sont déplacés ou réfugiés dans les pays voisins comme l'Égypte, la Libye, le Tchad ou la République centrafricaine. Officiellement, le conflit a commencé après de longs mois de blocage sur l'intégration des paramilitaires du général Hamdan Daglo dans l'armée régulière. Cette régularisation avortée des paramilitaires a abouti à un conflit armé entre les deux généraux Abdel Fattah al-Burhan et Hemedti. Le premier a depuis établi ses quartiers dans la ville de Port-Soudan après un départ forcé de Khartoum, la capitale. Côté médiation, les actions africaines se heurtent à l'indifférence des factions. Le Kenya, proposé par les pays de l'IGAD, ne fait pas l'unanimité. L'armée soudanaise s'oppose au déploiement des forces de l'Est. Sur le plan international, les États-Unis et l'Arabie Saoudite ont pu obtenir des cessez-le-feu en juin dernier, mais finalement sans grand impact. Et actualité politique au Madagascar, à moins d'un mois des prochaines élections présidentielles, Andry Rajoelina, le président malgache sortant, s'est dit confiant de sa victoire le 9 novembre prochain, jour du dit scrutin. Ceci alors que des partis de l'opposition sont interdits de manifester. Le président sortant malgache Andry Rajoelina a promis mardi une vague orange à la présidentielle début novembre, couleur de son parti, lors du lancement officiel de sa campagne devant plusieurs milliers de soutiens dans la capitale Antananarivo. Notre victoire est évidente, nous allons gagner, même s'il y a des gens qui essayent de nous enlever cette victoire, même s'il y a beaucoup de gens qui veulent nous faire tomber, cela ne nous touchera pas. Marchez tous dans les quartiers, passez dans les communes, dans les districts, allez partout à Madagascar pour créer une vague orange et nous allons gagner, c'est sûr, mesdames et messieurs. Le premier tour du scrutin le 9 novembre sur la grande île de l'océan Indien se prépare dans un climat qui n'a cessé de se dégrader ces dernières semaines, l'opposition dénonçant une machination du pouvoir pour favoriser Rajoelina. Écoutez, moi je suis à l'écoute et on avance. Chaque année, tous les 5 ans, il ne faut pas qu'une fine partie de la population ou des candidats puisse bloquer le processus électoral. L'ONU a dénoncé mardi la répression inutile et disproportionnée de plusieurs manifestations et s'est dite préoccupée par la dégradation de la situation des droits humains à Madagascar à l'approche de l'élection présidentielle prévue dans un mois. 4e jour d'affrontement entre l'armée israélienne et les forces armées du Hamas. Le bilan s'alourdit. Au moins 1200 morts côté Israël et près d'1 millier côté Hamas. Des opérations de rapatriement ont été initiées par plusieurs pays, notamment le Kenya et le Nigeria. Retour sur la situation en Israël avec ce reportage. 4 jours après l'attaque du Hamas contre Israël, le bilan ne cesse de s'alourdir. En Israël, plus de 1200 personnes ont été tuées selon le porte-parole de l'armée, alors que côté palestinien, plus de 900 personnes sont mortes d'après les autorités locales, un peu plus même, et pour cause, l'armée israélienne a annoncé mardi avoir récupéré les corps de 1500 combattants du Hamas dans les zones voisines de Gaza. Au total, la guerre a déjà fait plus de 3600 morts de part et d'autre, civils, soldats israéliens et combattants palestiniens. Des étrangers ne sont pas épargnés. Des pays commencent à évacuer leurs ressortissants. Plus de 300 Nigérians qui s'étaient réfugiés en Jordanie depuis Israël ont été rapatriés selon les autorités de Lagos.
Le Kenya dit avoir retrouvé tous ses ressortissants en Israël et ouvert une ligne pour les appels de détresse. Alors que la situation est jugée catastrophique dans la bande de Gaza, privée d'eau, de nourriture et d'électricité depuis le siège imposé par Israël. Et parlons justement de ce conflit entre l'Israël et le Hamas, l'Égypte reste désormais la seule porte ouverte qui permettra aux Nations Unies de continuer par apporter de l'aide humanitaire à la bande de Gaza. Des discussions ont eu lieu en ce sens ce mercredi entre le ministère des Affaires étrangères égyptienne et des représentants des Nations Unies. Voici le compte rendu. Jamais la bande de Gaza n'avait été aussi bombardée. Face à cette situation, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, s'est entretenu ce mercredi au Caire avec des responsables de l'ONU. L'objectif étant de trouver un moyen d'apporter une protection aux civils palestiniens, mais aussi d'assurer un accès à la bande de Gaza pour les services d'aide humanitaire. Sameh Choukri a également qualifié de dangereuse la situation humanitaire dans la bande de Gaza et mis en garde contre les conséquences politiques de ce siège total d'Israël. Car la ville est pilonnée jour et nuit et les habitants semblent pris au piège. L'enclave, peuplée d'un peu plus de 2 millions de personnes, ne possède que 2 sorties. L'une au nord, fermée par les autorités israéliennes, l'autre au sud, qui mène vers l'Égypte. Mais depuis lundi, ce poste frontière de Rafah a été bombardé plusieurs fois par l'armée israélienne. Par ailleurs, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et le Qatar ont affirmé multiplier les contacts pour mettre fin au conflit qui a déjà fait plus de 2000 morts des deux côtés. Point final donc à cette édition, mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis, merci de rester fidèles aux différents programmes de la 7. On se retrouve demain, d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de soirée.